Bonjour à tous. Bonjour Joël, bonjour Isabelle, bonjour Laurent. Tout le monde m'entend bien? Oui. On t'entend. Bonjour. Bonjour Arnaud. Ok, et bonjour donc à nos invités qui sont en train de se connecter petit à petit. Laura, notre modératrice du jour, va m'informer de l'état d'avancement des connexions justement. Ok, donc on va pouvoir commencer et puis les prochains arrivants se prendront en cours de route pour donc, ce webinaire consacré, une fois n'est pas coutume, à la transformation digitale et en particulier ici appliqué au domaine du packaging qui, dans la production marketing d'une manière générale, occupe une place bien particulière, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, webinaire que nous avons organisé donc, en partenariat avec Dalim Software et pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux de nos clients et partenaires, que sont donc Joël Faucoin de MPO. Bonjour Joël. Et Florent Lagan de Decathlon. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Alors, rapidement, petite introduction sur justement les différents organisateurs de ce webinaire, à commencer par Galilée, dont je suis le président. Galilée, donc, société membre du groupe Vedia. Le groupe est spécialisé dans l'informatisation des entreprises, en particulier évidemment sur les domaines marketing et communication, avec donc aujourd'hui à peu près 120 collaborateurs, en agissant essentiellement donc sur la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie. Avec nous, je l'évoquais, notre partenaire Dalim Software. Rebonjour Isabelle. Bonjour à tous. Dalim Software, nous sommes éditeurs de solutions logicielles depuis plus de 30 ans. Nous sommes européens. On est basé à Kiel en Allemagne, juste de l'autre côté de Strasbourg, donc avec une forte empreinte française. Notre spécialité depuis l'origine, c'est la mise en place de workflows automatisés et puis depuis déjà quelques années, les plateformes collaboratives. Notre marché, en fait, il va s'agir de différents types de topographie. Ça va aller des marques en passant par les éditeurs, la grande distribution. En fait, ce sont tous les acteurs de la chaîne graphique impliqués dans la communication visuelle. Et nos outils vous permettent tout simplement d'accélérer à la production de ces visuels, qu'il s'agisse d'images, de vidéos, de catalogues, en réduisant les coûts et en gardant un pilotage sur tous les projets. Merci. Alors, premier de nos invités, MPO, qui est une société implantée, alors dont le siège est implanté dans la Sarthe, et pour laquelle, donc, Joël, je te laisse la parole pour introduire MPO. MPO a été créé en 1957 par Pierre et Monique Depoix. Depuis, le groupe a bien grandi et est devenu un groupe industriel français à dimension internationale. On conçoit, on produit, on habille et on distribue pour les marchés du divertissement, de la beauté et de l'épicerie fine. Moi, au sein d'MPO, je suis responsable du service PAO. Et là, après, on va voir que ce qu'on a développé, du coup, un espace de collaboration pour les multiservices. Très bien, avec permet une petite digression concernant MPO qui est, Joël, toujours et aujourd'hui un des principaux producteurs de CD, de disques, de vinyles et de DVD en Europe. Oui, tout à fait. Donc, également, après, on se développe sur le packaging autour du CD et du vinyle et aussi tout ce qui est beauté. Très bien, merci Joël. Autre invité aujourd'hui, Florent et Decathlon. Alors, Decathlon, évidemment, bien connu. Bonjour à tous. Donc, Decathlon, en quelques mots, vous le connaissez bien parce que c'est très implanté en France. Mais c'est une société qui est implantée internationalement. On a 1520, un peu entre 1500 et 1600 magasins à l'heure actuelle. On a implanté dans plus de 60 pays et on a 95 marques en propre.
voilà, qui sont en général associés à des pratiques sportives. Voilà. Et donc, le contexte très international de Decathlon sont une de ces opportunités, mais aussi une de ces contraintes. Et c'est sur ce thème-là, en fait, sous cet angle-là, qu'on comprendra les choses tout à l'heure. Ok. Et pour ce qui te concerne au sein de Decathlon, tu nous précises? Donc, moi, je suis responsable méthode et chaîne numérique pour le packaging. Super. Donc, qui est une équipe de 80 à 100 personnes à peu près. D'accord. Merci bien. Alors, pour introduire donc notre webinaire, d'abord un petit rappel sur le sommaire. On a appréhendé cette question de la transformation digitale appliquée au packaging selon 3 grandes thématiques. Bon, la première, qui a vocation à relever de ce qui induit à la base de pouvoir structurer et centraliser toute la donnée, puisqu'on va voir que dans le cas particulier du packaging, il y a des caractéristiques propres à l'appréhension de la donnée utile à la production packaging. Donc, on va commencer par ce premier sujet. Deuxième considération, comme on évoquera le fait que cette diversité de données relève aussi d'une diversité de populations impliquées, eh bien, la nécessité d'appréhender la façon de faire collaborer les différentes populations concernées entre elles et, par voie de conséquence, de pouvoir automatiser un ensemble de tâches et concevoir les workflows qui vont permettre de pouvoir servir cet environnement collaboratif. Et enfin, troisième sujet qu'on abordera, c'est le fameux sujet des KPI, c'est-à-dire ce qui, à l'aune de toute transformation digitale, a vocation à permettre d'apprécier les gains et la performance obtenue au terme d'une transformation digitale au travers des indicateurs clés que l'on qualifie donc qu'on nomme KPI d'une manière générale. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, on souhaitait rappeler quelques fondements de base concernant le packaging qui a cette première caractéristique d'être le matériel marketing qui finalement requiert le plus d'informations et de données par rapport à tous ceux que l'on peut produire. Alors, on peut appréhender à une extrémité du spectre du matériel marketing, ce qui par exemple relève d'un post sur un réseau social, hein, qui va être évidemment extrêmement peu complexe à réaliser et techniquement totalement trivial. Et à l'autre bout du spectre, on a le packaging qui, alors lui, va appeler d'abord donc une diversité d'informations relevant de tout ce qu'on trouve sur la gauche, donc en termes d'informations techniques, stratégiques, marketing, etc. Qui va nécessairement induire, vu qu'il y a donc une population très diverse qui va être sollicitée pour toutes ces informations, eh bien, que beaucoup de services différents de l'entreprise soient impliqués. Et par ailleurs, va également nécessiter que le recours à des prestataires externes permette de compléter un ensemble de besoins qui vont entourer le traitement de cette donnée. Alors, bien évidemment, au niveau de la créa pour démarrer, mais ensuite, ce qui va concerner la traduction, la prod des fichiers, tout ce qui a trait au traitement de l'image, qui est en fonction de la nature du type de packaging, de surface d'encre utilisée, vont induire un travail en termes de photogravure particulier. Et donc, une population là aussi de prestataires et de compétences à intégrer assez importante. Étant entendu que le packaging a cette également prééminence dans le matériel marketing qui va être le premier contact visuel sur un linéaire entre le client et le produit. Et donc, Isabelle le réévoquera dans un instant, mais avec toute l'importance que ce premier contact requiert pour attirer l'œil du consommateur et d'emblée lui fournir l'envie d'aller vers ce produit. Enfin, le packaging a aussi cette considération, puisqu'il est aussi prééminent dans la représentation du produit, de devoir refléter les valeurs et les enjeux d'une marque, et particulièrement aujourd'hui, évidemment, tout ce qui a trait au contexte et aux préoccupations environnementales, avec cette équation assez complexe à apprécier, à savoir le packaging est important puisqu'il permet alors évidemment d'emblée d'emballer le produit et de pouvoir le livrer, d'être donc ce premier contact visuel et de devoir en même temps s'affranchir de tout ce qu'aujourd'hui on souhaiterait bannir de l'emballage qui serait évidemment non respectueux de l'environnement. Et donc, ce qui constitue là aussi un enjeu particulier. Alors,
au niveau de ces enjeux, justement, on a donc apprécié ce que ça induisait en termes d'évolution permanente dans ce domaine. Donc, Isabelle, je te laisse aborder cette question justement sous l'angle des différents registres qu'on a pu identifier en termes de capacité au niveau du packaging à être en permanence challengé et à devoir évoluer de façon continue. Oui, tout à fait. En fait, hein, comme tu le signalais, bon, à l'origine, l'emballage, c'est quand même le produit indispensable pour commercialiser et conditionner les produits. C'est sa fonction initiale, donc ça, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu un formidable outil de marketing et de communication intimement lié au succès du produit. Avec le temps, en fin de compte, les entreprises s'aperçoivent que les emballages sont confrontés à un environnement changeant, ce qui impacte directement le packaging. Dans quel sens? On peut le voir, hein, qu'il s'agisse d'étiquettes, de boîtes, de bouteilles. En tout cas, on l'a vu l'été dernier, avec notamment les grandes contraintes sanitaires liées à la crise Covid. Par ailleurs, on a vu fleurir avec le changement environnemental. Toute entreprise aujourd'hui cherche à réduire au maximum son empreinte. Et de plus en plus, je ne sais pas si vous avez récemment vu les différents produits, mais on trouve du whisky conditionné dans des bouteilles en carton. Les grandes marques de boissons modifient leur manière de conditionner les liquides en s'orientant plutôt vers du carton que du PVC à l'origine. Donc tout ceci, effectivement, c'est quelque chose qui impacte directement le packaging. On a aussi énormément de contraintes réglementaires sur l'emballage. De plus en plus, hein, il faut indiquer des informations, que ce soit des allergènes, que ce soit les recettes, que ce soit aussi les petites codifications ABCDE au niveau de la, j'irais de la valeur nutritionnelle du produit, si c'est un bon produit ou pas. Donc, ce sont des choses qui changent régulièrement. On a aussi, on observe beaucoup une internationalisation de ces produits et avec le besoin indispensable de se mettre en adéquation avec les réglementations locales. Hein. Un cosmétique commercialisé en Europe n'est pas soumis aux mêmes règles que ce même cosmétique en Chine ou en Amérique ou en Amérique du Sud. Donc, mais il faut prendre en compte ces considérations. De plus, côté marketing, de nouveaux outils arrivent, hein, notamment tout ce qui est packaging interactif, comment essayer d'interagir au maximum avec le consommateur, que ce soit du packaging augmenté, que ce soit de l'information sur le produit. On a aussi, et là c'est vraiment des choses que l'on voit qui se sont développées énormément sur les 6 derniers mois, mais c'est pas uniquement sur ces 6 derniers mois, c'est tout ce qui est recherche d'approvisionnement. De plus en plus, on est sur ces quelques derniers mois sur des approvisionnements et des sources locales. On a vu fleurir sur les emballages des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, notamment en France, ou du Made in France. Et ben, tout ceci, ça implique tout simplement la mise à jour des emballages et le conditionnement de produits avec de nouveaux emballages. Les modes de commercialisation aussi ont beaucoup changé et continuent à changer, hein, que ce soit de la commercialisation en point de vente ou en e-commerce. Lorsque l'on commande en e-commerce, au départ, on avait des boîtes qui étaient vraiment anonymes et de plus en plus, les commerçants personnalisent ces boîtes. On veut retrouver effectivement l'image de marque, la manière de communiquer la marque aux consommateurs. On a énormément de cycles courts aussi qui se sont mis en place avec des approvisionnements qui ont changé, qui changent en permanence. Tout ceci, ça impacte tout simplement le packaging. Ça induit un accroissement vraiment important du nombre d'emballages produits et tout en respectant et en essayant de contrôler ses coûts. Et si on ne veut pas effectivement exploser le budget, il est nécessaire d'opérer la transformation digitale du packaging pour y arriver. Peu importe l'échelle d'ailleurs de l'entreprise, hein, que ce soit une PME, que ce soit une ETI ou que ce soit un grand groupe industriel, il est vraiment indispensable d'optimiser ce cycle. Donc, comment s'y prendre, quelle marche à suivre?
Ici, on voit effectivement que de nouvelles choses sont arrivées et arrivent sur le marché. Comment être pertinent vis-à-vis du consommateur. De nouvelles technologies arrivent, telles que le eye tracking, pour pouvoir identifier la manière dont le consommateur potentiel interagit avec le produit dans les linéaires. Donc, il faut vraiment mettre en place une stratégie, et cette stratégie, elle va se décliner en trois thématiques. Donc, ça va être dans un premier temps, comme l'a rappelé, comme nous l'a énuméré Arnaud, le packaging, c'est l'endroit où on trouve le plus d'informations venant de tout secteur de l'entreprise. Il va falloir effectivement essayer de structurer, de centraliser cette information. Le deuxième point important, ça va être, comme on a vu qu'il y avait énormément de collaborateurs qui interviennent dans la fabrication de cet emballage, c'est comment essayer de mettre en place une chaîne où on va pouvoir collaborer facilement et puis automatiser les processus de refonte de ces packaging ou de création de ces packaging. Et puis un troisième point que l'on va visiter ensemble, c'est un point fondamental, c'est bon, on a structuré, on a mis les outils pour automatiser, mais de combien est-on meilleur? Est-ce que cette performance peut être améliorée? Donc, c'est un dernier point que l'on vit ensemble. Quels outils et quels capteurs de mesure de la performance on peut mettre en place? Arnaud, je te laisse la main sur le premier sujet, qui est comment structurer et centraliser cette information. Ça marche, merci Isabelle. Alors effectivement, pour entrer dans le vif du sujet, sur ce premier registre autour des enjeux concernant la structuration de la donnée, quelques éléments pour rappel. Donc le processus de création d'un packaging, on pourrait le qualifier comme assez standard par rapport à n'importe quel matériel marketing, à savoir en lien avec la stratégie, il va requérir des briefs pour, à l'échelle des créatifs, pouvoir commencer à travailler, puis derrière induire évidemment les cycles de validation, de fabrication, etc. Bon, la particularité, c'est lorsqu'on va s'intéresser à la diversité de la donnée requise pour nourrir justement ce pack, parce que alors même que on va avoir une surface d'impression qui va être finalement potentiellement assez réduite, et comme on l'a évoqué en préambule, cette même surface va devoir agréger une diversité d'informations en provenance donc de différents services de l'entreprise, puisque chacun va finalement contribuer à une part de l'information qui doit figurer sur ce pack, en sachant que cette information est absolument stratégique dans la mesure où, qu'elle soit bonne ou moins bonne, c'est-à-dire pas pertinente ou fausse, peut directement conditionner le fait que le produit ne soit plus vendable. On a comme ça un de nos clients, un industriel de renom, qui rencontrant des problèmes dans ce domaine, avait vu certains de ses approvisionnements sur des pays entiers être refusés parce que les mentions légales mentionnées sur les packaging n'étaient pas correctes. D'où l'importance évidemment cruciale que ça requiert, et où on voit comment sur donc un espace assez restreint, on va avoir une somme d'une part donc de données différentes, combiné à une manière d'intégrer ces données, donc les éléments de style qui vont concerner là aussi les procédés techniques utilisés pour produire le pack, extrêmement particuliers. Lorsque on va se poser sur l'existant en général de la vie de la donnée dans l'entreprise en l'absence d'une approche centralisée, ben souvent c'est ce que vous avez à l'écran qu'on retrouve, c'est-à-dire de la donnée qui venant d'horizons divers va être très dispersée dans des silos différents, et évidemment rendre l'agrégation de cette donnée extrêmement complexe, d'où la préconisation qui est de pouvoir centraliser cette donnée de sorte que, je vois qu'il y a un petit retard sur l'affichage des slides, donc celui que vous avez à l'écran relevait évidemment de la vision d'une donnée dispersée en silo, et celle qui devrait arriver maintenant, présentant la façon dont on va privilégier le fait de pouvoir, au sein ce qu'on qualifie de MDM, donc de master data, pouvoir agréger donc toute l'information, de sorte, alors l'information utile au packaging en particulier, qui va avoir cette caractéristique d'être donc, comme on l'a déjà évoqué, assez riche, au-delà des données graphiques, ce qu'on habituellement on qualifie dans l'acception DAM, Digital Asset Management,
combinée évidemment à l'information produit, celle qu'on définit comme étant habituellement le PIM, pour Product Information Management, gestion d'information produit, et les autres types de contenus, ce qu'on loge dans l'acception CMS, mais qui, dans le cadre du PAC, vont être complétés, on l'a déjà évoqué à différentes reprises, par évidemment toute la partie juridique, dès lors qu'elle intervient dans la commercialisation de produits, toute la composante traduction, on y reviendra largement tout à l'heure avec Florent, et les considérations techniques, là pour le coup, Joël nous éclairera aussi, et c'est cet ensemble d'informations qu'il y a nécessité de pouvoir agréger, de sorte que ça permette de pouvoir ensuite servir au mieux, d'une part, l'écosystème des collaborateurs internes et externes qui vont participer à l'élaboration et à l'enrichissement de cette information, et ensuite dans le fait de pouvoir se projeter sur l'automatisation de l'utilisation de cette information pour la production du packaging. Donc, c'est les enjeux que l'on va poursuivre dans la vision de la façon de pouvoir agréger cette information et la structurer de telle sorte qu'on puisse servir les métiers qui ont vocation à contribuer à l'élaboration de cette information et enfin à la délivrer pour qu'elle puisse servir de la façon la plus automatisée qui soit à la production du pain. Donc, on s'est employé dans l'organisation de ce webinaire à pouvoir solliciter nos témoins, donc Joël pour MPO et Florent pour Decathlon, pour avoir justement leur retour d'expérience concernant donc à l'échelle d'MPO la manière dont, par rapport à un schéma d'organisation qui prévalait, a motivé l'évolution. Donc, Joël va nous exposer concernant donc le cas d'MPO. Alors, ça va arriver dans un instant. Voilà. Donc, alors, notre problématique au départ, c'était qu'on avait un site pour nos spécifications, donc nos gabarits produits, qui étaient faits en HTML. Donc, compliqué à mettre à jour. Ce qu'on a fait, on a voulu créer une bibliothèque pour centraliser l'information, étant donné qu'on est multisite et on a plusieurs filiales. Donc, on a créé un nouveau site des spécifications via ES où toute l'information est centralisée avec des niveaux différents, soit pour l'interne, soit pour l'extérieur. On arrive à centraliser du coup où se trouvent les outils de découpe. Donc ça sert plutôt pour les sites et pour les clients de l'extérieur, on diffuse les spécifications qu'il peut utiliser. Donc, ce qui, pour le coup, permet de servir un des objectifs que vous poursuiviez, qui était de pouvoir fédérer les différents intervenants d'un projet de production packaging en offrant une information à ces différents intervenants qui soit, donc, comme tu l'évoquais, centralisée en un même endroit et accessible aux différents protagonistes. Oui, tout à fait, c'est à ça, centraliser l'info, autant pour les clients et pour aussi l'interne. OK, merci. Alors, deuxième retour d'expérience dans le domaine à l'échelle de Florent sur Decathlon, avec donc un angle de vue particulier qui est celui que tu vas nous décrire concernant donc, la production PAC et des notices. Très bien. Alors, bon, le packaging, je vais l'apprendre à personne, ça couvre pas seulement la production graphique, mais c'est toute la chaîne de la valeur associée. C'est-à-dire, chez nous, ça va du sachet de caisse à la palette, mais ça passe aussi par la traçabilité environnementale, la partie juridique, etc., etc. Donc, on ne va pas pouvoir parler de tout. Là, on va focaliser ce que je vous propose sur la partie plutôt marquage juridique. On a un ensemble de composants qui portent ce type de marquage chez Decathlon. Donc, les trois principaux dont on va parler là sont les packaging eux-mêmes, les notices, qu'elles soient techniques, d'usage ou de garantie. Et ensuite, après, ce qu'on appelle, nous, les care labels, c'est toutes les étiquettes que vous retrouvez sur les textiles, voilà, qui supportent aussi le même type de marquage et le même type d'information que le packaging. Alors, pour contextualiser un petit peu tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Decathlon, on a au catalogue de l'offre internationale, on a à peu près 50 000 références actives. Donc, chacune de ces références a au moins un de ces éléments-là, voire plusieurs. Hein. Par exemple, un protège tibia, lui, il a les trois, il a un packaging, il a une notice et il a un care label.
aujourd'hui, comme on est présent internationalement, aujourd'hui, on a une offre internationale, c'est-à-dire qu'on n'a pas très peu d'offres locales, on a une offre internationale. Donc, quand on développe quelque chose, c'est censé s'adresser à tous les pays dans lesquels on vend nos produits. Et donc, nos notices, nos packs, etc., doivent supporter en moyenne une quarantaine de langues pour être commercialisés entre 60 et 70 pays. Et cela nous amène en fait à gérer un parc de règles qui nous impose, qui contraignent ce marquage-là, de l'ordre de 2000 règles. Et ceci, on l'exécute pour 95 clients internes, qui sont les marques que vous voyez quand vous allez en magasin. Et au sein de ces marques-là, on retrouve 2500 natures de produits. Donc, la particularité des Decathlon, c'est qu'on vend de la barre de céréales autant qu'on fait du gilet de sauvetage et qu'on vend des munitions pour les carabines. Donc, voilà. Et on fait du jouet aussi. Donc, c'est un spectre assez large. Donc, on a deux problématiques à laquelle on va tenter de répondre. Là, la première, c'est que 2000 règles juridiques, enfin, il y a encore quelques années, un de nos deuxième métier du packaging, c'était être juriste. Donc, on était autant juriste qu'ingénieur packaging. Et encore, on n'avait que 300 règles en tête. Là, aujourd'hui, on a 2000. C'est juste cérébralement plus possible. On a trop de contraintes. Les calculs sont trop complexes. Donc, on est obligé d'informatiser cela pour produire du contenu. Et la deuxième, c'est que ces 2000 règles-là, vous imaginez bien que les 70 pays ne se mettent pas d'accord, eux, pour mettre à jour leurs règles, tous en cœur le 1er janvier. Donc, ça se met les règles, les contraintes de marquage pour tous ces pays-là interviennent, alors peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement. Ce qui fait que quand on produit un marquage avec les règles du jour, à fin 2019, on estime que quand on produit un pack ou une notice, le contenu, au bout d'un mois et demi, est obsolète pour au moins un ou plusieurs pays. Et donc, on a une grosse contrainte de remise à jour. Donc, notre objectif, là, actuellement, il n'est pas de forcément tout de suite de remettre tous les mois et demi à jour le contenu, il est au moins de le faire une fois tous les 6 mois. Et ce qui nous amène à gérer 120 000 projets par an. Ça, c'est la cible qu'on se donne. Et pour ça, on a une équipe de 40 ingénieurs et de 20 designers. Et si on rapporte les 120 000 projets par an sur les 20 designers, à condition qu'ils ne fassent que ça, c'est-à-dire qu'ils n'aillent même pas manger le midi, ils seraient obligés de mener un projet complet toutes les 15 minutes, d'achever un projet complet toutes les 15 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, y compris la création de graphiques, mais aussi toute la partie gestion de projet, référencement dans le PLM, etc. Donc, vous les nourrissez. Ouais, on les nourrit, ouais, juste ce qu'il faut. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être capable de produire ce contenu-là et surtout de maîtriser et d'anticiper les mises à jour. Traditionnellement, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on était un petit peu des artisans. Voilà, c'était un collectif d'artisans. On faisait toutes nos briefs à la mano. On allait voir chacun des interlocuteurs et on récupérait sur un Google, sur un Word, les contraintes juridiques. On allait voir le chef de produit pour savoir ce qu'il voulait. On allait voir l'ingénieur produit pour savoir quelles étaient les caractéristiques techniques. Donc, c'était vraiment très, très, très artisanal. Et là, ce qu'on a mis en place, du coup, si vous pouvez passer à la... Donc, ce qu'on a mis en place, c'est aujourd'hui un système qui nous permet de nous affranchir d'aller voir tous ces gens-là, de réaliser même un brief. On n'a même plus besoin de brief, dans la mesure où on a créé une intelligence qui permet de collecter l'ensemble des informations. On déclare simplement le produit pour lequel on veut réaliser un packaging, une notice, et elle vient collecter toutes les informations sur ce produit-là. Elle recoupe ces informations-là techniques aux informations plutôt achats, savoir où est-ce que c'est produit, aux informations de supply, où est-ce que ça va être livré, et elle passe au crible toutes les 2000 règles juridiques et elle en déduit un marquage qu'elle nous propose. Pour faire ça, donc ça c'est hyper séduisant parce que ça veut dire que le contenu technique est extrêmement complexe, il est généré automatiquement. Mais pour faire ça, en amont, on a dû retravailler l'ensemble des données qui permettent de produire ce contenu-là. Et donc, on a tout mis sous forme de référentiel apaisé. On a mis en place des mémoires de traduction également. Et une fois que ça a été fait, on a pu mettre en place un process, une équipe spécialisée, puisqu'avant on externalisait, maintenant on internalise tout, et on a pu booster cette équipe-là, cette productivité par un robot. C'est-à-dire que le process était tellement lisse et la donnée d'entrée était tellement maîtrisée qu'en fait on a pu automatiser, robotiser une grosse partie des tâches.
Super, merci. Donc, une bonne combinaison, mais tu y reviendras un petit peu après, entre la considération des processus métiers, leur informatisation dès lors qu'on a pu clarifier quels étaient ces process, et le recours à des technologies avancées pour pouvoir notamment appréhender à la fois la quantité de ce qu'il y a à gérer et la diversité des sites de production, mais auquel on reviendra tout à l'heure. Alors, pour conclure sur ce premier sujet, conclure entre guillemets, Isabelle souhaitait revenir sur ce qui relevait justement d'un autre des registres propres au PAC, à savoir la personnalisation qui est dans le domaine un autre registre dans lequel évidemment la gestion de la donnée va être particulière. Oui, on vient de le voir avec Joël et Florent, l'importance de la structuration de la donnée et la centralisation des données pour avoir une source unique, fiable de l'information qu'on va pouvoir exploiter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ce qui est intéressant d'ailleurs, j'aime beaucoup, Florent, cette explication où on voit le nombre de projets à gérer par le nombre de tant est-il tout de même réduit d'intervenants. Et donc, on peut imaginer qu'avec la personnalisation des emballages, on va décupler cette information. Hein. Ça peut être aussi bien par pays que par utilisateur, par consommateur. On a vraiment aujourd'hui toute une foison de différents types de personnalisation qui peuvent s'opérer et vraiment descendre jusqu'à l'individu. Et sans avoir structuré cette information, bah, c'est très, très difficile de produire. Vous arrivez à imaginer la quantité phénoménale de fichiers à produire. Donc, on en revient à si on veut continuer à avoir des équipes qui soient opérationnelles et performantes, à se poser la question sur comment faire en sorte pour accélérer et puis faire en sorte que cette information et la création de ces emballages soient automatisées. C'est un point fondamental. Comment est-ce qu'on peut s'aider en utilisant, pourquoi pas, des masters où on a gabarit master, le pouvoir faire des variantes ou pour faire de la sérialisation de packaging, hein, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Hein. On a une source fiable d'informations et cette information va être retrouvée systématiquement puisqu'on va utiliser des robots par le biais de l'automatisation sur les différents emballages, ce qui va nous permettre de nous assurer, de nous garantir la qualité et la pertinence de l'emballage. Puis à ceci, on va pouvoir aussi mettre en place des stratégies de traçabilité avec du QR code, avec du RFID. Donc, c'est ce qu'on vous propose maintenant de regarder dans cette deuxième partie du webinaire, comment la collaboration et l'automatisation du processus peut se mettre en œuvre, quels sont les points fondamentaux. Arnaud ? Oui. Alors, on a une petite latence entre le moment où je clique sur un bouton et le moment où vous voyez arriver le slide d'après. Donc, j'essaie de rendre concomitants les deux événements. Voilà, c'est en train d'arriver. Bien, donc Isabelle le signalait à l'instant, on ne va pas traîner sur les slides intermédiaires, mais c'est effectivement le deuxième thème sur l'aspect à la fois collaboratif et de considération de l'automatisation et des workflows. Alors là aussi, on revient sur un peu cette représentation qui sera notre fil rouge de la vision des différents enjeux du packaging, qui là aussi va arriver dans un instant. Pour donc se projeter sur ce que vous allez voir à l'écran et qui est une représentation réelle d'un type de workflow que nous avons, qui est en œuvre chez un de nos clients et qui permet, même en le voyant comme ça rapidement, de bien conceptualiser la diversité des étapes, des tâches et des intervenants dans un workflow. Ici, il n'est question que d'un workflow de création simple d'un certain type de packaging chez le client en question. Mais pour faire toucher du doigt ce qu'est la réalité de ce type de workflow et en même temps ce qu'est le potentiel des solutions qui, permettant de gérer les workflows, vont offrir la faculté de pouvoir
digitaliser des processus métiers, y compris des processus métiers complexes. Et alors donc, on les a appréhendés dans ce qu'on estimait être, de ce point de vue-là, pour disposer d'une bonne plateforme collaborative, ce que donc on avait à vocation à considérer comme élément essentiel. Alors le premier, tel qu'on vient de l'illustrer, c'est la faculté de pouvoir automatiser les processus métiers. Florent et Joël évoquaient ce qui, dans le cadre du traitement de la donnée, relevait du fait de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Dès lors qu'on a pu édicter quelles étaient ces tâches, l'important est de disposer de solutions qui vont permettre de pouvoir automatiser ces tâches dans le cadre de flux de production qui vont servir à pouvoir faire en sorte que dès qu'on identifie une tâche répétitive, on puisse l'automatiser. Dès qu'on est en situation de pouvoir formaliser les différents jalons d'un workflow, de pouvoir le transposer dans son application de workflow, de sorte que à partir de là, au gré de la multiplication des projets, Florent évoquait, certes dans le cas de Decathlon, mais 120 000 projets par an, il est une pâle évidence que ce type de métrique induit qu'on automatise la chose, sous couvert évidemment de devoir répéter des tâches dans des proportions absolument dantesques. Deuxième considération, pouvoir disposer de fait de la centralisation, je l'évoquais, de la centralisation des informations inhérentes au projet et des manières de pouvoir interagir sur ce projet. On visualise ici, à l'exemple de dialogue, le fait de pouvoir éditer une haute résolution en ligne et collaborer dans le sens de la notation, de la validation, etc. Tout ça concourant à offrir aux différents protagonistes l'accès à l'information, y compris aux données graphiques et en haute résolution, et leur offrir les fonctions métiers qui vont leur permettre d'interagir avec le cycle de validation, par exemple. Et troisième considération dans ce domaine, disposer de la faculté de pouvoir avoir centralisé ces fichiers et donc permettre à tout l'écosystème concerné d'y accéder pour ce qu'ils ont à y faire et pour les droits évidemment dont ils disposent par rapport à la consultation de ces données. Sur ces trois registres-là, je prenais cet exemple là aussi d'un de nos clients. Donc, ce que vous voyez à l'écran est une relève de données absolument réelle pour mesurer le potentiel en termes de retour sur investissement dès lors qu'on peut servir sa production packaging dans ce domaine, il est possible d'envisager comme axe d'amélioration. En l'occurrence, donc chez ce client, la production packaging relève d'à peu près 5000 projets par an. Un projet, ça dure entre 2 et 6 mois et ça implique entre 10 et 20 personnes. Et donc, on s'est projeté pour ce qui était d'appréhender le retour sur investissement suite à l'implantation d'une plateforme, de justement considérer uniquement 3 critères sur l'ensemble du projet, l'ensemble des acteurs, qui concernent donc l'automatisation du lancement d'un projet, qui par le passé était une procédure assez lourde, à coup de fichiers Excel, qui s'échangeait par mail, etc. Deuxièmement, le fait que les processus étant implémentés dans la solution en tant que workflow, à partir de là, c'est la solution qui notifie les utilisateurs lorsque, en fonction du produit de la marque, ils sont concernés pour intervenir. Et enfin, de ne plus avoir à chercher les données puisqu'elles sont centralisées en un même endroit. Donc, en considérant que sur ce registre-là, on gagne 2 heures par projet sur l'ensemble des acteurs, ce qui est, vous en conviendrez, peu, à l'échelle donc de 10 000 heures par an sur un taux horaire de 50 € de l'heure, ça permet d'adresser plus de 500 000 € de retour d'économie, donc de retour sur investissement pour une solution qui en valait moins de la moitié. Sauf que ce type de performance se constate de façon constante. D'où, évidemment, la pertinence à ce moment-là d'appréhender donc les bénéfices d'une plateforme permettant d'avoir une logique collaborative qui soit performante, combinée à une automatisation des processus métiers qui le soit tout autant. Alors, même approche, donc en sollicitant nos invités, au premier rang desquels Joël pour MPO, dans le domaine donc de l'évolution des pratiques en termes de collaboration et d'automatisation des process, ce qui est l'actualité chez MPO à l'aube donc du déploiement qui est en cours de votre plateforme.
Donc, tout à fait. Là, c'est la deuxième phase. Ce qu'on est en train de faire, c'est que la plateforme où est hébergé le site des spécifications, c'est de faire une plateforme unique, collaborative, où le client aura également accès à ses projets. Il pourra déposer ses fichiers et venir les valider en ligne. Lorsqu'un projet est lancé, la plateforme permettra de notifier le client qui pourra venir annoter ses fichiers et les valider. Donc, ce qu'on met en place, c'est une validation en ligne avec plusieurs étapes de validation, avec des chefs de projet, les clients et aussi l'interne si on a besoin d'une autre personne. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on fait des bons à tirer, mais tout se passe par mail. Donc, il y a beaucoup d'échanges de mails et qui sont lourds pour tout le monde. Donc, le fait de faire une plateforme collaborative et de centraliser là aussi la donnée va nous permettre de réduire aussi tous ces échanges de mails et aussi les problèmes techniques qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire on voit pas tous les mêmes fichiers sous les mêmes logiciels. Donc, des fois, c'est Acrobat Pro, Acrobat Reader. Donc, du coup, l'aperçu n'est pas la même. Alors que là, sous dialogue, le client comme nous en interne, on verra la même chose. Oui, effectivement, registre absolument fondamental dès lors qu'on va demander aux différents protagonistes d'un projet de se prononcer sur un même document, encore faut-il effectivement qu'ils le voient de la même manière. C'est tout à fait clair. Merci, merci Joël. Deuxième retour d'expérience à l'échelle de pour Decathlon. Ça arrive aussi. Petite latence. Nous y sommes dans un instant. Sinon, je vais commencer, hein, c'est pas grave. Oui, ben, bon. Nous, en fait, bon, la priorité, c'était, vous l'avez compris, c'était avoir un bon marquage à jour en permanence et qui répond vraiment aux attentes des pays dans lesquels on importe nos produits. C'était de sécuriser notre business, pouvoir éviter les pertes de chiffre d'affaires ou éventuellement même certains collaborateurs qui pouvaient être inquiétés par des procédures pénales. Là, je vais plutôt focaliser sur la partie gain d'efficience. Je vais prendre l'exemple d'une notice. Avant l'automatisation, une notice, on l'a traitée en 20 langues. Ça nous prenait 2 jours. Parce que déjà, on avait un process assez rodé. Là, aujourd'hui, en 40 langues, ça nous prend une demi-journée. Donc, on a fait tout en multipliant la complexité par 2, on a divisé par 4 le temps consacré à la gestion de ces projets-là. Et en plus de ça, en parallèle de ça, on s'est aussi affranchi d'un certain nombre d'erreurs, puisque dans la production graphique automatisée, on a aussi toute la gestion des styles graphiques qui sont 100% automatisés, et notamment quand on gérait des langues type arabe ou hébreu, où on devait écrire de droite à gauche, souvent on avait des plaintes en nous disant que, à force de faire des copier-coller, des choses comme ça, on avait déformé le propos, et c'était incompréhensible pour le client, voire ça n'avait plus du tout le même sens. Et là, aujourd'hui, on sait écrire en italique, en anglais, à l'intérieur d'une phrase en arabe, remis dans un contexte autre, etc. Tout ça, c'est fait automatiser et on n'a plus jamais de problème de remontée de ce point de vue-là. Donc là, c'est un premier, il y a un vrai gain de productivité là-dessus. Ensuite, il y a des gains d'autres types. Aujourd'hui, nous, on est très attaché à la subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée derrière l'automatisation, c'est de permettre à n'importe qui de produire lui-même son packaging. Donc évidemment, quand on doit revoir le volume du packaging, on ne peut pas tout automatiser, il faut repasser un certain nombre de tests mécaniques. Par contre, dès lors qu'on reprend un packaging qui a déjà été développé pour y projeter une nouvelle charte graphique, un nouveau contenu légal ou commercial, ça, on n'a plus du tout besoin ni d'ouvrir InDesign, ni d'ouvrir Illustrator, ni de graphisme, ni d'IPPAC. C'est-à-dire qu'on peut régénérer un contenu 100% automatisé et on peut permettre à des gens qui n'ont ni compétences ni outils de produire eux-mêmes leur packaging en respectant parfaitement le processus et en garantissant la qualité du contenu. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet aussi d'être des accélérateurs locaux. On a, grâce à ça aussi, permis, et ça c'est un truc très important, c'est qu'avant on subissait le risque.
C'est-à-dire que c'était les autorités douanières qui nous disaient là, vous n'êtes plus à jour, vous risquez ça. Et là, aujourd'hui, parce que ce contenu-là, on l'a généré automatiquement, parce qu'on l'a enregistré, parce qu'on le trace, et on sait tout de suite, quand il y a une évolution légale, identifier les contenus qui sont à risque. Et donc, du coup, on est plutôt dans une démarche aujourd'hui proactive. On sait identifier quel packaging, à quel endroit, à quel contenu et quel niveau de risque on prend. Et donc, on peut mettre en place les contre-mesures nécessaires et on ne risque plus des pertes de chiffre d'affaires associées. Voilà. Merci, Florent. Dans cette transition, je vous signale deux petites choses. La première, donc n'hésitez pas à poser des questions en premier lieu dans le chat. Et deuxième chose, vous avez des sondages qui vous sont suggérés également pendant le fait du webinaire, donc n'hésitez pas à y prendre part. Troisième de nos sujets du jour, donc la mesure et l'analyse, puisque dès lors qu'on opère une transformation digitale s'il en est, évidemment, le propos va être de se projeter sur quels bénéfices, quelles améliorations il en résulte. Alors, on a depuis un certain temps investi cette réflexion, puisque dans notre position, c'est aussi une question qu'on nous pose régulièrement, que vous nous posez régulièrement, c'est très bien mettre en œuvre une transformation digitale, mais avec quelle perspective de gain, d'optimisation, d'amélioration. D'où le recours, évidemment, et la considération des indicateurs clés que sont ces KPI, avec donc les trois questions fondamentales, que sont quel type de KPI pour quel type de contexte, à destination de quels enseignements et avec quels bénéfices engendrés. Alors, on avait, il y a quelque temps, réalisé donc, une étude auprès d'un certain nombre de nos clients sur justement ces indicateurs clés et ceux qu'ils estimaient être les plus importants, qu'on avait regroupés donc, en 5 familles qui relevaient de ceux qui permettaient d'avoir une vision globale de son organisation, donc que ce soit le nombre de versions avant validation du PAC, le nombre de dossiers traités, le nombre de dossiers au regard du nombre de dossiers aboutis, bref, ce qui permettait d'avoir encore une fois une vision globale. Deuxième typologie d'indicateurs, ceux qui relèvent de la supervision des contributeurs, puisque donc on évoquait le fait qu'il y avait beaucoup de contributeurs impliqués et donc nécessité de pouvoir appréhender typiquement qui travaille sur quelle étape, dans le moment où on parle, combien de temps sont passés sur chacune de ces étapes, est-ce qu'on a des étapes qui induisent plus de retard que d'autres ou plus d'erreurs que d'autres, bref, ce qui permet de pouvoir apprécier justement cette diversité de populations impliquées. Troisième considération d'indicateur, ceux qui relèvent de la gestion du temps. Considérant le développement d'un PAC qui peut aller, qui peut s'étaler sur des durées assez importantes. Hein. Pour un de nos clients, c'est à peu près 18 mois le développement d'un nouveau packaging. Et donc, évidemment, nécessité d'avoir une planification assez large et à partir de là, de pouvoir suivre les indicateurs de temps pour s'assurer que les objectifs, puisqu'au final, il s'agira de mettre un produit dans un rayon, soient évidemment atteints. Ensuite, la considération en fonction de la nature des produits et des catégories de produits qui sont concernés. Est-ce que certains de mes produits sont plus demandeurs que d'autres? Et de fait, est-ce que d'une typologie de produit à l'autre, je vais pouvoir faire bénéficier des améliorations que je sais générer d'un côté et donc appliquer par ailleurs? Et enfin, une cinquième famille de KPI dans le domaine, celle qui permettait essentiellement d'identifier et de tracer les erreurs commises. Vous avez, et vous retrouverez donc l'URL de la page sur laquelle on a centralisé sur notre site tous les résultats et toutes les informations sur le sujet. Donc, je vous invite à y aller en suivant pour pouvoir vous faire votre propre opinion et pouvoir identifier de ces indicateurs qui seraient les plus utiles à vos propres cas particuliers. Alors, évidemment, c'est la question qu'on a également posée à nos invités, donc au premier rang desquels Joël, sur quels étaient justement à son stade le type d'appréhension des indicateurs clés et comment à aujourd'hui ils étaient suivis et les perspectives dans le futur.
Donc, de mon côté, de mon service PAO, mes KPI sont mon nombre de fichiers et mon nombre de fichiers traités à l'heure. Aujourd'hui, ces données sont traitées manuellement et reportées dans un tableau. Ces indicateurs me suffisent à ajuster ma production, mais j'aimerais avoir des indicateurs plus détaillés, c'est-à-dire le temps de traitement, le temps BAT chez le client, le nombre de révisions par fichier, le nombre de dossiers stoppés. Et aujourd'hui, pour créer ces indicateurs, ça serait du manuel et beaucoup trop lourd. Alors que demain, avec la base ES, normalement, je vais avoir des indicateurs beaucoup plus fins et en automatique. De fait, puisque donc la combinaison entre les workflows métiers que tu évoquais tout à l'heure, qui ont vocation à être mis en place, et les fonctionnalités qui vont permettre de pouvoir suivre dans les différents projets leur enchaînement, les temps qui se sont passés entre un jalon et un autre, effectivement, auront vocation à te permettre de pouvoir disposer du fait de la relation entre les utilisateurs et la plateforme de tous les indicateurs. Donc, finalement, c'est la mise en œuvre des workflows qui permettra de servir l'amélioration de tes indicateurs. Tout à fait. Merci. Merci. Alors, Florent, même question où on revient un peu dans ton cas sur ce que tu évoquais en termes de mise en œuvre de logique d'automatisation combinée à l'identification des améliorations et, en l'occurrence, presque un ROI tel que tu le décrivais tout à l'heure. Aurait-on perdu Florent? J'ai oublié de réactiver le micro. Ça marche comme ça. Donc, nous, effectivement, là, on a mis en place un premier processus automatisé. Et l'objectif, c'est au-dessus de ce processus-là, et venir caler une couche, entre guillemets, de supervision et d'indicateurs qui permettra de calculer l'efficience globale du processus. Et donc, voilà, donc la performance des processus, dont leur efficacité, ça sera des indicateurs assez clés. Mais plus que de gagner en efficience, ce qui nous est important, nous, c'est deux choses. C'est diminuer le risque légal. Voilà, donc on va mettre en place là-dessus des indicateurs de qualité du contenu qu'on a produit et on va savoir s'ils sont encore, ce que je vous disais tout à l'heure, s'ils sont encore à jour ou plus à jour. Donc, on est vraiment dans une démarche de maîtrise du risque et de qualité de la donnée aussi produit qu'on va livrer aux clients, notamment par exemple tout ce qui est matériaux, composition, etc., dont on est censé l'informer. Voilà. Donc, okay. Merci Florent. Alors, on arrive au terme de notre webinaire. Et évidemment, on vous avait sollicité et l'un et l'autre pour nous prodiguer les conseils sur une approche assez globale de notre question du jour sur la transformation digitale appliquée au PAC. Ce qui étaient vos conseils à destination d'autres professionnels qui se poseraient les mêmes questions. Alors, Joël, à l'écran, donc ce qui relève de ce qui était justement tes conseils dans le donc je te laisse commenter toi-même, même si ça me permet de bien les noter. Ok, donc oui, comme écrit, donc bien connaître ses processus métiers, bien connaître son équipe, l'impliquer et partager avec l'équipe entière. Pareil, réaliser un travail d'équipe en interne, mais aussi s'entourer d'un partenariat. Ici, moi, c'est Galilée, et je les remercie de me suivre comme ils font. Et ensuite, obtenir une satisfaction du client, c'est-à-dire solliciter le client, lui demander ce qu'il en pense, le faire adhérer, avancer aussi avec lui sur tout ce qui est nouveauté. Pour toi, c'est un projet qui finalement court sur combien de temps? Tu estimes que tu as commencé le projet quand? Et bon, considérant qu'il est aujourd'hui maintenant pour une part aboutie et encore en développement sur d'autres sujets, pour toi, c'est un projet qui s'étale sur combien de temps? Au moins 1 an. Au moins 1 an, d'accord. Oui, c'est un projet assez long quand même. Et donc, la prochaine étape, c'est d'étoffer encore le type de process métier qui seront implantés dans la plateforme. Et là, tu te donnes des itérations ou des étapes de quelle durée? C'est tous les 3 mois, tous les 6 mois? À quelle fréquence tu souhaites que de nouvelles améliorations soient mises en œuvre?
La première étape, on vient de la finaliser, donc on l'a mis en ligne en juillet. Donc maintenant, ça va être la deuxième étape sur le flux PAO. Je pense que d'ici fin d'année, ça va être bien avancé et on va pouvoir commencer à collaborer au niveau des clients également. Ah, je crois qu'on a perdu Arnaud. Je vais prendre la main. Je ne sais pas où est Arnaud. Florent, je vais te poser les mêmes questions que Arnaud avait demandé à de retour. Joël. Quel conseil, en fin de compte, pourrais-tu prodiguer à nos participants lorsqu'ils veulent s'attaquer à ce projet de transformation digitale du packaging? Quels sont tes enseignements et qu'est-ce que tu leur recommandes? Florent? Ah, je crois qu'on a un petit C'est bon, c'est le décalage. Voilà. Deuxième fois. Oui, donc, pour moi, il y a plusieurs enseignements. La première chose, c'est prenez les bons outils tout de suite pour faire les choses. On ne fait pas du packaging avec Illustrator. On fait des cartes de visite avec Illustrator, mais on ne fait pas du packaging avec Illustrator. Donc, on fait de l'illustration avec Illustrator. Le reste, ça se passe dans le design, ça se passe dans le catalogue, ça se passe dans plein d'autres choses. Donc là, il y aura effectivement Galilée et Dalim qui pourront bien vous conseiller là-dessus pour prendre les outils appropriés. C'est la base. Si on fait de l'édition, on prend des outils d'édition. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à... Nous, on a beaucoup travaillé en mode garage, c'est-à-dire que tout le système qu'on a mis en place, on a démarré avec des solutions, avec des Google Sheets. Hein. On a scripté dans Google, on a fait plein de choses comme ça. On est arrivé à quelque chose qui, évidemment, en termes de... ne va pas tenir la route au niveau de la charge par rapport à l'intelligence qu'il y a derrière et la capacité de calcul, mais qui permet vraiment de commencer à mettre quelque chose en place, à le tester, et derrière, après, quand on passe en mode développement, on a déjà des bons acquis, des bons réflexes, et on a déjà vraiment dévergondé beaucoup de choses. Deuxième, il faut vraiment que vous trouviez des passionnés pour faire ça. Hein. C'est-à-dire que pas alors, l'informatique est super important. Pour moi, il faut trois choses. Il faut le soutien de la hiérarchie, il faut les fonds, etc. Il faut une bonne équipe informatique, mais il faut surtout que ça parte du terrain. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient passionnés et qui s'engagent dans le temps là-dessus, parce que ça va prendre des années à mettre en place. Il faut en avoir conscience. Il faut d'abord, comme le disait tout à l'heure Joël, c'est d'abord maîtriser parfaitement son processus et c'est être capable de le faire parfaitement manuellement de manière répétable et qualitative avant de penser à l'automatisation. Automatiser un process qui n'est pas carré, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Et ensuite, encore une fois, comme disait Joël, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à se rapprocher de personnes qui ont une compétence. Ce domaine-là, il est hyper vaste. Et donc là, je pense que Dalim et Galilée sont assez bien placés pour ça, quelles que soient les solutions que vous employez. Bon, alors, merci pour les citations, hein, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est vrai. Ça marche, merci bien. Alors, dernière petite partie, comme d'habitude, on a un peu mordu le trait sur le timing, mais qu'on espère pouvoir quand même consacrer à répondre à certaines questions que vous ayez pu poser. Alors, Laura, avons-nous des questions qui puissent... Alors, tiens, j'en vois une à destination de Florent qui dit est-ce que vous utilisez un PLM? Donc, le PLM étant l'acronyme de Product Lifecycle Management, qui est donc une typologie de solution utilisée notamment dans l'industrie pour gérer donc le cycle de vie du produit. Donc, est-ce que vous utilisez un PLM? Alors, on utilise un PLM et d'ailleurs, à l'occasion de l'automatisation, enfin de toute la mise en place de cet écosystème et de ces outils pour le packaging, on a dû aussi restructurer, enfin taper dans le PLM et le restructurer pour pouvoir mieux structurer la donnée dont on servait, notamment la donnée technique, parce qu'elle n'était pas proprement faite, quoi. Donc, elle n'était pas à destination du packaging. Nous, on a besoin de choses très propres. On est parmi les entités les plus exigeantes en termes de qualité de données de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Petite parenthèse aussi, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas hésité à mettre en place un data manager pour tout ça. Toute la donnée, pour qualifier la donnée, pour la structurer, la mettre à disponibilité. On a investi dans un data manager et ça rend vraiment service. Merci. Il y avait une autre question qui était, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'automatisation de processus métier, ou un exemple concret d'un processus métier ayant été automatisé? Alors, je crois que tu en avais un bon, Florent, côté production des notices et gestion des textes légaux.
Oui, alors après, par exemple, là, je ne peux pas vous faire une démo en live parce que bon, l'outil il est un peu confidentiel, mais là, aujourd'hui, un exemple, c'est que moi, imaginons que je suis en Chine et que je veuille, vous savez, en production, on est souvent obligé de dupliquer des approvisionnements, c'est-à-dire on démarre un produit par une source d'approvisionnement, il a un succès, il faut que je sécurise la source d'approvisionnement, donc je vais le faire chez un autre fournisseur. Et donc, quand on fait un produit chez un autre fournisseur, on doit aussi changer le contenu du packaging parce qu'il n'est plus produit au même endroit, il n'est peut-être plus livré au même endroit et il n'a pas forcément les mêmes caractéristiques techniques, ce n'est pas tout à fait la même composition. Donc là, aujourd'hui, je vous dis, le processus 100% automatisé, il est mis à disposition des gens qui n'ont pas forcément de compétences techniques et aujourd'hui, on arrive à reproduire, à dupliquer des packagings en tenant compte de tous les changements que j'ai évoqués précédemment. La gestion de ces projets-là, c'est de l'ordre de 2 minutes. C'est-à-dire que je définis le produit qui me sert, le packaging qui me sert de référence, je déclenche un processus de duplication, il me pose quelques questions stratégiques, voilà, qu'est-ce que tu changes? Voilà, donc je change de fournisseur, je change de composition, etc. Il me reproduit le truc, c'est référencé dans SAP, c'est archivé dans le PLM et c'est communiqué au fournisseur. Ça marche. Alors, je vais poser la même question à Joël en revenant sur donc un autre processus bien connu. C'est celui de la validation en ligne que par ailleurs Joël évoquait tout à l'heure. Et donc, pour revenir sur le avant-après que tu décrivais un peu, donc est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là, sur justement cette vision de la manière de pouvoir automatiser le process de validation en ligne? Ce que je disais tout à l'heure, la problématique, c'est tous ces échanges de mails, l'archive de mails, alors que là, la validation en ligne, ça va permettre de notifier le client ou celui qui doit valider le projet, que ce soit le client ou le chef de projet, directement. Il va pouvoir se connecter sur la plateforme, annoter le produit, l'enregistrer et le valider ou le renvoyer en correction. Ouais. Avec ce que tu évoquais, le bénéfice de pouvoir disposer pour tout le monde de l'accès au même document et de la vision du même document. Tu précisais les écarts entre les logiciels utilisés qui pouvaient à un moment donné amener à ce que deux personnes voient deux choses différentes finalement, alors que dans cette logique-là, ils voient bien la même. Oui, voilà, parce que sous Acrobat, on a des problématiques de surimpression ou alors, selon les paramètres dans Acrobat, la prévisualisation du produit n'est pas la même. Donc, au moins, là, il n'y aura plus ces soucis-là. Oui, ça permet de pointer du doigt là ce que tu évoques, le fait qu'une des particularités dans le pack aussi, c'est qu'on ait des fichiers complexes. Hein, oui. Il est rare que dans le pack, on se contente d'un CMJN traditionnel, d'un leaflet ou d'une brochure. Et donc, la perception du fichier, des différentes couches, des tracés, enfin, de tout ce qui peut nourrir un pack, renforce encore la nécessité d'avoir des solutions adéquates pour pouvoir, dans un processus de validation, permettre à chacun de voir la même chose, de fait s'assurer que toutes les contributions seront bien relatives à la même perception de ce qui est soumis aux différents intervenants. Complètement. Nous, il faut savoir qu'on traite à peu près 130 fichiers par jour et que ça soit décliné sur du pack ou alors le CD ou le vinyle. Et dans ces cas-là, il nous faut vraiment un flux qui arrive à standardiser et uniformiser nos fichiers pour que ça soit correct derrière. Super, merci bien. Donc, nous arrivons au terme de notre webinaire. On a même un petit peu mordu sur le timing. Je finirai donc en vous signalant que vous pourrez télécharger au terme du webinaire un document premium qui est destiné à formaliser l'ensemble des questions qu'on a à se poser lorsqu'on veut justement initier un projet d'implantation d'une plateforme de gestion du packaging ou de gestion des artworks dans le packaging. Donc, vous allez voir voilà, le visuel arriver. Vous mentionnez que, évidemment, nous sommes, ainsi que toutes nos équipes, à votre disposition pour toute question que vous puissiez avoir dans le domaine. Il me reste à remercier chaudement donc Joël de MPO et Florent pour Decathlon, de même que Isabelle, évidemment, côté d'Alim. Ici, donc, Laura qui a géré de main de maître toute la modération et l'organisation du webinaire, et puis évidemment les équipes de Galilée et de Dalim, et vous qui avez assisté à ce webinaire, et
Hakim. Nous espérons qu'il a permis d'accéder à des informations intéressantes. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain webinaire qui sera consacré à... On va rester dans un environnement qu'on a un peu évoqué, sur lequel on se focalisera et qui sera consacré donc au concept de Master Data Management dans le cadre toujours de la transformation digitale. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Arnaud, je me permets, merci Arnaud, Oui. Je me permets juste de poser une question. J'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs personnes qui souhaitaient soit poser des questions à Joël ou moi en dehors de ce webinaire-là. Je ne sais pas s'il y a un cadre particulier dans lequel on peut faire ça. Eh bien, on va le communiquer à nos différents participants, personnes qui ont posé la question, en précisant avec vous la façon dont vous souhaitez que on puisse justement vous solliciter, vous poser des questions. D'accord ? Merci. Merci à vous. Bonne journée.